Merci pour l'introduction et merci DataIQ pour l'invitation. Effectivement, quand on a su que j'allais faire une présentation et que j'allais avoir un micro, on m'a dit que j'avais le micro de Laurie, mais je confirme bien, je ne suis pas là pour chanter. Je vais vous parler de data client, de satisfaction client et surtout aussi beaucoup d'hybridation de données parce que aujourd'hui, la création de la valeur et l'enrichissement de la connaissance client, on l'a à travers ces croisements d'hybridation de données. Et puis aussi vous parler d'organisation, parce que pour arriver à créer de la valeur dans tout ça, ce n'est pas que du croisement de data, il faut avoir aussi le bon casting derrière. Donc vous avez compris, satisfaction client et valeur de la data. Au sein de la direction que j'ai la chance d'accompagner au quotidien, notre raison d'être, c'est d'accompagner l'ensemble des directions opérationnelles pour transformer la data client en actions très concrètes au service de la satisfaction client. Donc on est bien dans une logique de transformation et pas de brasser de la data pour de la data. Donc on est en très forte proximité des équipes métiers de telle manière à comprendre leurs enjeux, leurs besoins, et de telle manière à être du coup sur les bons sujets. Pour faire ça, j'ai une vingtaine de collaborateurs au sein de la direction, répartis en deux grandes compétences. La première, c'est ce qu'on appelle la data connaissance client. Vous allez plutôt avoir des profils de data engineer, data scientist, data analyst. Là, le travail toute la journée, c'est d'exploiter notre décisionnel client, Big Data, de telle manière à pouvoir suivre les changements de comportement client au cours du temps. Chaque fois que vous achetez un billet, vous générez une ligne dans nos systèmes et donc on arrive à vous suivre comme ça sur plusieurs mois d'historique. À côté de ça, on a une autre compétence qu'on appelle l'étude connaissance client. Là, la data client, vous allez la collecter en allant interroger les clients, tout simplement. Donc c'est essentiellement dans ce pôle-là que vous allez trouver tous les dispositifs de satisfaction client. Et donc les profils que vous avez derrière, c'est plutôt des chargés de projet, des chefs de projet et des chargés d'études. L'enjeu pour nous au quotidien, c'est d'arriver à croiser, mixer ces deux compétences. Donc il y a déjà de l'hybridation en fait au sein de l'équipe. D'un côté, vous avez de la data où vous avez l'ensemble des voyages qui tombent, mais sur un nombre d'indicateurs restreints qui sont ceux inhérents à un décisionnel client. De l'autre côté, sur les études clients, vous êtes sur des logiques d'échantillonnage. Donc forcément, vous n'avez pas la data de tous vos clients. Par contre, là, j'ai envie de dire, la limite, c'est votre imagination, parce que vous pouvez poser à peu près toutes les questions que vous voulez. Et donc, quand vous croisez les deux, vous rentrez dans une autre dimension. Donc c'est ça qu'on fait au quotidien. On est organisé aussi, j'aurai l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail, par territoire. L'idée, c'est d'être le plus en proximité des équipes métiers qui prennent les décisions au quotidien. Pour faire ça, les outils qu'on utilise, c'est DataIQ, pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, au sein de l'équipe. Et pour la restitution, la data visualisation, on est sur du Power BI. L'idée étant de pouvoir démocratiser au plus grand nombre la data, et notamment pour ceux qui n'en font pas toute la journée. Donc toutes les équipes opérationnelles, on a aujourd'hui une centaine d'utilisateurs uniques tous les mois qui consultent nos dashboards, et plus de 300 connexions, 300 à 500 connexions par mois. Nos clients internes, qui sont-ils? C'est une quinzaine de directions. On s'adresse aussi bien aux directions centrales pour alimenter des projets stratégiques. Donc on est souvent en amont pendant la construction du projet et puis après de telle manière à vérifier que tout ce qu'on avait imaginé se produit bien comme prévu. En général, il y a toujours quand même des petits ajustements. Et aussi beaucoup en proximité des directions opérationnelles. Et là, on est plutôt dans des logiques de suivi fil rouge, suivi de la satisfaction, suivi du business au quotidien et donc en réaction aussi à tout ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Notre terrain de jeu pour nous, c'est la France, historiquement, de plus en plus l'Europe. Ça ne vous a pas échappé qu'on a une ouverture à la concurrence du marché ferroviaire en Europe. Donc un nouveau challenge pour nous, d'enrichir aussi notre connaissance au-delà des frontières. Et j'interviens pour tous les trains de l'activité TGV Inouï Ouigo, donc c'est tout le périmètre grande vitesse et intercité. J'ai beaucoup parlé dans la raison d'être d'accompagnement dans la logique de prise de décision. C'est une des choses qu'on offre effectivement à nos clients, mais nos missions vont bien au-delà. On a aussi une logique de formation, de telle manière à ce que toutes les directions, et notamment opérationnelles, qui sont plus loin des sujets data, puissent s'approprier l'ensemble de nos outils. Donc on passe aussi du temps de formation et de onboarding là-dessus. Acculture à la connaissance client, on en a beaucoup parlé et on n'échappe pas aussi à la règle. Donc des diffusions assez larges pour aussi générer ce réflexe client.
Et on analyse aussi le marché de la mobilité en grand. Donc j'ai beaucoup parlé de data client, mais on va au-delà en interrogeant ce qu'on appelle les prospects, donc les mobiles longue distance, et vraiment dans une logique de décarbonation de la mobilité, et notamment en essayant d'accélérer le switch modal de la voiture vers le train. Assez parlé de ce qu'on fait dans la direction. Si je vous parle un petit peu plus maintenant des cas d'usage qu'on traite au quotidien, je vais y aller par entonnoir en commençant déjà simplement quand on exploite la data client en tant que telle. Pour générer de la satisfaction client, ça rentre déjà dans concevoir des nouveaux produits. Par exemple, celui que je vous propose de vous partager aujourd'hui, c'est l'abonnement Max Active, qui est un abonnement qui prend en compte le fait que maintenant nos clients ont du télétravail. Donc c'est un abonnement qui permet de faire du domicile-travail. Alors dire en 2023, ça semble évident et vous me dites qu'est-ce que je suis en train de vous raconter. Tout ça, ça a été réfléchi pendant le Covid, en 2020. Donc il y a une période où pour le coup nos clients ne voyageaient plus beaucoup. Et donc il y avait un vrai enjeu de voir comment est-ce que le business était en train de revenir. Donc ça, on l'a plutôt exploité vis-à-vis de la data. Et puis essayer d'avoir un coup d'avance via les études en interrogeant aussi nos clients sur la manière dont ils se projetaient pour les années à venir sur leur voyage. C'est un des exemples que je pouvais vous donner. Le deuxième, c'est concevoir de nouveaux services, de nouvelles offres. Et ça, c'est des choses que vous voyez à bord de nos trains. Là, vous avez un exemple avec ce qu'on appelle l'hôte de propreté chez nous, qui est quelqu'un qui, du coup, permet de maintenir des hauts standards de propreté à bord des trains durant le voyage. Vous avez peut-être aussi, dans des grandes gares parisiennes, pendant les vacances scolaires, vu des assistants bagages. Et de la même manière, par l'exploitation de la data client, on sait que la gestion des bagages est un irritant fort, surtout quand on en a beaucoup et que l'affluence est importante. Et donc c'est aussi des choses qu'on mesure via les études clients et puis finalement qu'on vient suivre et dans le temps aussi vis-à-vis de la data. Ça permet aussi d'optimiser les dessertes pour avoir le bon équilibre entre Ouigo et Inouï. Potentiellement aussi réajuster des choses entre nos produits et la desserte. Je pense notamment à l'abonnement Max Jeune, qui est un abonnement pour les jeunes où avec 80 € par mois, vous pouvez voyager de manière illimitée sur tous les trains où il reste de la place. C'est vraiment une logique de déstockage. Au début, cette offre-là, elle était réservée à Inouï. Aujourd'hui, on l'a étendue à Ouigo parce que ça répondait à de nouveaux usages. Tout ce que je vous ai donné comme exemple, c'est surtout en réaction aux demandes qui nous sont faites. On a aussi un rôle de garder les yeux et les oreilles grands ouverts toute l'année, de telle manière à aussi détecter les signaux faibles, essayer d'anticiper les nouveaux comportements clients, de telle manière à pouvoir aussi alimenter les équipes opérationnelles pour leur donner un coup d'avance. Ça fait aussi partie de nos missions au quotidien. Et le dernier point, il est essentiel pour moi, c'est d'arriver toujours à démoyenniser nos chiffres. Alors j'ai regardé, il n'existe pas dans le dictionnaire, mais nous on l'utilise plusieurs fois par semaine, de telle manière à être vraiment à la bonne maille pour pouvoir prendre les décisions. Et donc j'en reviens à ce que je disais précédemment sur l'organisation en territoire. Chez SNCF Voyageurs, on est essentiellement découpé en cadres. Vous avez un axe nord, un axe est, un axe atlantique, un axe sud-est. Et aujourd'hui, j'ai des binômes data-études sur ces périmètres-là, parce que vous ne pilotez pas un Paris-Lille comme un Paris-Nice, ça semble à peu près évident. Ça, c'était le premier step sur les cas d'usage pur client. On s'est dit pourquoi s'arrêter là, pourquoi pas aussi croiser avec la donnée de nos collègues, et notamment avec la donnée de production de nos trains. Et avant juste de rentrer dans le détail, je vous propose qu'on diffuse une vidéo. À vous la régie.
reprenons le cas ensemble. Valérie, elle fait une vingtaine de trajets avec nous dans l'année. Avec les études clients et les études de satisfaction, je sais la plupart du temps, je sais de temps en temps, ce qu'elle a pensé de son voyage parce qu'elle a répondu à son enquête de satisfaction, mais la plupart du temps, Valérie, elle ne nous envoie pas de feedback. Alors pour deux raisons. Un, on n'envoie pas des mails de manière systématique. Il y a des zones blanches pendant lesquelles on laisse nos clients tranquilles. Puis Valérie, elle a le droit aussi de ne pas répondre quand elle n'a pas envie de répondre à nos questionnaires de satisfaction. Donc assez paradoxalement, malgré le fait que j'ai un dispositif étude qui fonctionne plutôt bien, de la data qui permet de savoir tout un tas de choses sur Valérie, la plupart du temps, je suis aveugle pour savoir, en fait, en cumul sur ces 20 expériences de voyage, qu'est-ce que Valérie a vécu comme expérience de voyage avec nous. C'est là où on s'est dit qu'en fait, la data client n'était pas suffisante pour pouvoir rentrer dans un nouvel univers et qu'on avait besoin en fait, de nos collègues de la production qui manipulent aussi tout un tas de données au quotidien pour gérer des sujets très opérationnels d'information voyageurs, de régularité. Et finalement, cette donnée, elle est ultra riche parce qu'elle permet, si on la sélectionne correctement, d'arriver à approcher l'expérience de voyage de Valérie, même si elle ne nous a pas raconté ce qui se passait derrière. Et donc, c'est l'idée qu'on a eue, de rapatrier une partie de la data production de nos trains qu'on a réconciliée avec la satisfaction client, de telle manière à en sortir les drivers les plus importants. On a eu de la chance, on avait suffisamment de données et les bonnes de telle manière à décrire tout ça. Et donc aujourd'hui, soit Valérie, elle répond à une enquête de satisfaction et c'est très bien, soit je viens compléter les zones où je suis aveugle via ce modèle qui s'appelle Predixat et qui a eu la chance d'être élu Trophée d'Or aux études et innovations 2023. Ça, pour nous, c'est essentiel parce que du coup, on rentre dans un nouvel univers qui est la personnalisation. Là où les études clients avant de satisfaction nous permettaient de traiter des sujets confort, des sujets de propreté, des sujets par grand segment client, là, on rentre dans une autre logique. Je peux avoir un geste personnalisé pour cette fameuse Valérie. L'exemple que je vous donne là, c'est comment est-ce que la data production, elle aide la connaissance client à faire mieux. Mais l'inverse est possible aussi. On fournit de plus en plus souvent de la data client aux équipes production. Et ça, dans une logique aussi pour que, notamment dans les technicentres, il y ait une capacité à mieux prioriser les premières actions de réparation en fonction des feedbacks clients qu'on peut avoir. Donc typiquement sur un outil comme la voix du client, aujourd'hui, c'est des choses qu'on envoie jusque dans les technicentres de telle manière à ce que un client qui, à un moment donné, exprime un irritant, ça remonte aussi à ces équipes-là. Essentiel aussi pour nous. Pour moi, c'est aussi un enjeu finalement d'avoir du win-win au sein des organisations, puisqu'il faut aussi trouver des modes de collaboration où vous allez aussi chercher du temps dans l'équipe d'à côté pour traiter vos propres sujets dans des roadmaps qui sont souvent quand même chargés pour tout le monde, et donc il est essentiel aussi qu'il y ait une réciprocité dans les échanges qu'on peut avoir au quotidien. En bonus, je vous partage aussi ce qu'on fait sur la production pure. Il n'y a pas forcément de la mixer avec de la data client pour qu'elle soit essentielle. Aujourd'hui, on commence à avoir énormément de capteurs à bord de nos trains. Vous avez peut-être vu qu'à partir de 2025, on avait un nouveau TGV qui s'appelait TGV M, qui sera encore plus bardé de capteurs. Ça permet aussi de générer des nouveaux métiers, et notamment des modèles d'IA qui permettent de faire de la maintenance prédictive. Là où avant, on était plutôt dans une logique de changer de manière systématique les pièces à chaque X milliers de kilomètres ou de les changer trop tard, c'est-à-dire quand ça casse. Là, l'idée, c'est d'arriver à détecter en avance de phase quelles sont les pièces qu'il faut remplacer. Comme ça, on ne les remplace pas trop tôt, ce qui évite de faire du gaspillage, mais pas trop tard non plus, pour éviter que Valérie, par exemple, ait un problème de climatisation, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc ça, c'est aussi puissant et utile pour nous. J'ai beaucoup parlé de croisement, de data, d'hybridation de données, mais tout ça, ça fonctionne que si vous avez la bonne organisation et les bons réflexes. Et le premier point qui me semblait essentiel de partager avec vous, c'est de créer les conditions d'un collectif qui arrive à travailler ensemble. Predixat, présenté comme ça, c'est super. Le premier retour que j'ai eu des équipes études, c'est « tu cherches à nous remplacer, demain tu n'as plus besoin d'études de satisfaction ». Pas du tout. L'idée de Predixat, c'est bien d'enrichir la connaissance déchargée d'études sur la satisfaction et d'aller un cran beaucoup plus loin. Ça montre l'enjeu qu'on a de pédagogie, d'accompagner aussi
côté études, ils sont moins sur ces sujets de data-là, et donc effectivement, ils le voyaient plus avec de la défiance. Quand vous bossez avec des experts, ce n'est pas toujours aussi facile de les faire travailler ensemble. Il y a des enjeux de créer les conditions de la curiosité pour aller s'intéresser à la donnée de l'autre, une certaine humilité aussi, à accepter en tant qu'expert qu'on ne sait pas tout, qu'il y a des choses que c'est plutôt son collègue qui va pouvoir nous l'apporter derrière. Et donc ça, c'est une vigilance aussi dans le collectif qu'on crée au démarrage, et je dirais même aujourd'hui dans nos recrutements, on attache autant d'importance, si ce n'est plus, aux soft skills, à cette capacité justement à travailler ensemble, à cette curiosité, quitte à se dire que sur le bagage technique, eh ben, on ira apporter une formation complémentaire s'il y a besoin. La deuxième, je l'ai un peu évoquée, pour créer de la valeur, il faut être sur les bons sujets, donc il faut avoir une organisation qui colle vraiment à ce que nous demandent nos clients internes. De manière assez paradoxale, quand j'ai pris l'équipe il y a 3 ans, ils pensaient que leur client, c'était le client voyageur, parce qu'on manipule toute la donnée de la data client voyageur. Mais notre premier client, c'est la direction qui est juste en face, qui, elle, a les leviers pour pouvoir améliorer l'information voyageur, gérer les sujets de WC, que les trains partent à l'heure. Et donc, c'est bien à eux qu'on devait s'adresser. Une fois qu'on avait compris ça, on a pu mettre en place des techniques d'excellence opérationnelle qui permettent d'être le plus efficient possible, d'être aussi dans une logique d'amélioration de la QVT, l'un n'allant pas sans l'autre. C'est dans le titre, la satisfaction client ne fonctionne que si on est déjà dans une satisfaction des collaborateurs, ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Je voulais évoquer une organisation aussi par territoire qui nous semblait essentielle, et une structuration de la data qui permet aussi de parler le langage du métier auquel vous vous adressez. Quand vous parlez à une équipe business, chez nous, on parle en trafic. On compte ce qu'on appelle des PAX, c'est-à-dire le nombre de clients qu'on a à bord d'un TGV. Si on apporte de la donnée client, souvent on nous dit c'est très intéressant. Quand on me dit c'est très intéressant, pour moi tout est perdu. C'est gagné si on me dit que c'est très utile derrière. Et donc cet enjeu-là, on arrive aujourd'hui à le traiter parce qu'on utilise la donnée trafic qu'on vient enrichir de la donnée client. De la même manière, je vous ai parlé de technicentre. La bonne maille pour un technicentre, c'est parler de la rame. La rame, c'est un train qui va faire plusieurs allers-retours avant de rentrer au technicentre. Quand on arrive à agréger nos indicateurs clients à cette maille-là, physiquement, dans le technicentre, c'est bien une rame qui arrive, et donc ça parle à l'agent que vous avez en face. On rentre aussi de plus en plus dans des logiques de self-BI, de telle manière à pouvoir rendre de manière autonome nos clients un cran plus loin. Aujourd'hui, on leur fournit clé en main nos Power BI. L'idée qu'on a pour nous demain, c'est de pouvoir leur fournir une banque d'indicateurs sur lesquels ils pourront construire leur Power BI. Et donc ça rentre vraiment dans une logique d'accélération encore des enjeux de data client. Et enfin, je ne pouvais pas finir en disant que tout ça, ça passe aussi par des outils efficients. Pour nous, DataIQ, c'est un vrai levier, déjà d'attractivité de telle manière à arriver à recruter nos talents. En général, c'est plutôt une bonne surprise quand nos jeunes recrues découvrent qu'on est sur cet outil-là. C'est un outil aussi qui permet à nos nouvelles recrues de pouvoir utiliser le langage sur lequel ils sont déjà aujourd'hui. Très efficace, une montée en compétences aussi très rapide. Et puis, vous avez compris que j'ai beaucoup parlé de collaboration. Ça passe aussi par l'outil. Donc DataIQ permet aussi de se partager du code et d'avoir du coup un environnement assez participatif qui est pour nous essentiel dans le traitement aujourd'hui de nos outils. Et enfin, je l'ai déjà dit, Power BI, pour nous, c'est démocratiser la data au plus grand nombre. Et donc, dans une entreprise, avec le nombre d'agents qu'on a au quotidien, c'est essentiel pour nous. Et merci de votre attention. Je suis encore dans le coin s'il y a des questions. Et sinon, vous avez mon LinkedIn. Merci beaucoup. Merci.